Je reviens sur mes études sociologiques où j'explique depuis déjà quelque temps qu'il y a un décalage, qu'il y a une sorte de façade, de couverture pour un certain nombre de groupes qui ont un profil particulier et qui se présentent sous des aspects qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus universalistes qu'ils ne le sont en réalité. Ces universalismes, ces prétentions à l'universalisme, il faut les considérer avec beaucoup de prudence. Ça vaut par exemple pour les femmes. Les femmes qui sont constamment dans la revendication universaliste, c'est-à-dire une revendication égalitariste, mais qui en même temps constituent des groupes très particuliers, très homogènes, et avec une certaine mentalité et un certain mode de vie, et c'est décalé, tout ça est décalé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une sorte de schizophrénie, si on veut. On dit certaines choses, on avance certains principes, et puis en réalité, on constitue des groupes extrêmement homogènes qui ont des points communs très marquants, et ça va en contradiction avec cet universalisme. Mais prenons le cas de certains groupes juifs que je connais bien également. Euh, je parlerai de deux mouvances, la mouvance laïque, que je connais bien, et la mouvance libérale, que je connais également assez bien depuis un certain temps. Dans les deux cas, derrière cette laïcité et ce libéralisme, et ça concerne des populations différentes, parce que les laïcs ne vont pas à la synagogue, ne reprennent pas les prières juives, alors que les libéraux les reprennent. Mais leur point commun, comme si c'était deux options un petit peu différentes, mais qui, à la base, concernent la même population. Donc là, encore une fois, on voit bien qu'une même population peut se présenter sous différents angles et sous différents aspects et sous différents objets, mais qu'elle n'en est pas moins la même population, parce qu'un problème est une question qui peut donner plusieurs réponses. Alors il y a la réponse laïque, la réponse libérale. La réponse laïque, la réponse à quoi? La réponse à quoi? Eh bien, je dirais à des juifs qui sont un petit peu marginalisés. Ils ne sont pas marginalisés parce qu'ils sont laïcs ou libéraux. Ils sont marginalisés parce que leur filiation familiale est problématique. Ce sont souvent des juifs dont les mères ne sont pas juives, qui ont des non-juifs, non NOMS, mais qui ne sont pas juifs d'après une loi juive très contestable, mais qui existe fondamentalement et foncièrement, ce qu'on appelle la matrilinéarité. Et cette matrilinéarité, elle va mettre au banc de la communauté juive une partie non négligeable, surtout avec les mariages mixtes, de ceux qui ont une ascendance juive. Et ces gens-là ne peuvent pas entrer, en quelque sorte, dans le judaïsme orthodoxe, qui est plus rigoureux, et ils peuvent en revanche vivre une certaine vie juive, tout de même, en dépit de cela. Que ce soit une vie juive dans le cadre libéral où effectivement il y a un mimétisme très fort de la part de ces juifs par rapport au judaïsme orthodoxe, où on reprend très largement les offices, à ce détail près tout de même, comme on sait, d'une certaine ouverture à l'idée d'un rabbinat acceptant les femmes, ce qui est un peu paradoxal, puisque justement le problème de ces juifs, c'est souvent la matrilinéarité. Mais bon, c'est un des éléments qui, là encore, se comprend très bien, puisque d'après l'orthodoxie juive, les femmes sont un peu marginalisées. Donc, là encore,
on retrouve une autre convergence, un certain type de féminisme qui ne se reconnaît pas dans le judaïsme orthodoxe et qui pourra s'épanouir et faire apparaître sa présence dans le monde libéralo-laïque, les deux ailes, si on peut dire. Donc voyez-vous, les femmes marginalisées, les personnes dont la mère n'est pas juive, et là on va organiser des conversions relativement faciles. Les gens qui veulent épouser une femme qui n'est pas juive et pour qui ça poserait des problèmes au niveau de l'orthodoxie, il y a tout un ensemble de cas, je veux dire presque de cas sociaux, qui convergent et qui constituent la clientèle principale, bien qu'hétéroclite un petit peu, mais néanmoins dont le point commun c'est la marginalité, c'est un petit peu l'exclusion. Et il est intéressant de noter aussi le rapport à l'hébreu, qui, bien que ces groupes se réfèrent souvent à Israël, là encore ils sont dans une sorte de marginalité par rapport à Israël, d'autant plus marquée que, bon, c'est moins évident chez les laïcs qui n'ont pas de prétention hébraïsante particulièrement forte, mais chez les libéraux, on s'aperçoit, alors je ne dis pas que chez les orthodoxes c'est merveilleux sur le plan de la connaissance de la langue, mais chez les libéraux on s'aperçoit en tout cas une sorte de désinvolture par rapport à la langue hébraïque, c'est-à-dire qu'on lit les prières, on les lit, on les ressasse chaque semaine, mais on ne comprend pas l'hébreu, on ne comprend pas les racines. Alors, les racines d'une langue, c'est quand même fondamental. Donc on a un rapport extrêmement superficiel, sinon artificiel par rapport à l'hébreu, un hébreu d'ailleurs diasporique, un hébreu ancien qui date du 19e siècle et souvent bien avant, puisqu'on emprunte largement à des passages du Pentateuque, mais un hébreu qui ignore, qui semble tout ignorer de l'émergence d'un hébreu moderne, qui est celui qui est parlé en Israël. Et donc on se réfère à Israël, et en même temps on n'en apprend pas la langue. Mais on parle une autre langue qui est également de l'hébreu, un hébreu un petit peu hybride, un hébreu qui se lit mais qui ne se parle pas, qui ne se parle plus. Et donc là aussi, il y a quelque chose d'un petit peu bancal dans la dimension linguistique de ce judaïsme libéral, à tel point que je l'ai déjà signalé, que en dépit d'années souvent qui préparent la bar mitzvah, le niveau d'hébreu des impétrants est quasiment nul, et ils ne connaissent pas, ils n'ont quasiment aucun vocabulaire au niveau de l'hébreu. Alors, c'est tout, c'est un ensemble, mais vous voyez à quel point nous avons là affaire à des populations juives qui ne sont pas en phase avec la langue hébraïque, ne sont pas en phase avec le clivage masculin-féminin, ne sont pas en phase avec la matrilinéarité, mais qui malgré tout se disent juifs, affirment leur identité juive, et c'est intéressant parce que donc finalement ces mouvances permettent de maintenir dans la communauté juive peut-être 50%, sinon plus, de juifs qui sont un petit peu en délicatesse par rapport aux normes juives et même aux normes linguistiques les plus basiques.